On va commencer, puisque nous sommes un peu limités dans le temps. On attendait, à vrai dire, quelqu'un du centre culturel pour lui laisser le mot de l'accueil. En tout cas, on remercie le centre culturel d'ici de l'accueil qu'ils veulent bien nous accorder pour cette soirée en pré-ouverture des journées du livre russe et des littératures russophones qui aura lieu, comme vous le savez, qui auront lieu, comme vous le savez, les 3 et 4 février à la mairie du 5e, dans la mairie du 5e arrondissement. Donc là, on est en pré-ouverture, et on est en pré-ouverture avec un événement littéraire qui a quelque chose de sentimental pour nous, puisque il touche très directement Irène Sokologorski, qui est l'un des membres éminents du jury du prix Russophonie, dont la directrice est ici aussi, Christine Mestre, et qui va couronner en quelque sorte, ou qui va être le point d'orgue des journées du livre russe, et qui en est quand même à sa 12e édition. On vous attend tous, bien sûr, à la remise de ce prix. Ce soir, c'est une soirée consacrée à Maïakovski. Vous avez vu l'exposition qui est à côté de livres qui ont été publiés, qui ont été vus par Maïakovski lui-même, puisque ça a été publié du vivant de Maïakovski. C'est une collection unique qui nous a été prêtée. Je ne sais pas s'il est là, le monsieur qui nous l'a prêté, qui peut en dire un mot. Enfin, en tout cas, on le remercie. C'est Bibliochronica, son organisation. Et il sera aussi présent aux Journées du Livre, à d'autres expositions, donc on pourra encore le remercier. Écoutez, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. On devait vous montrer un film, mais qui est trop long pour les exigences en temps du centre culturel. C'est pourquoi nous montrerons essentiellement un documentaire au Claude Friou, donc auquel cette soirée est consacrée. Puisque c'est une soirée hommage à Claude Friou, qui a introduit en quelque sorte, ou en tout cas a été le grand spécialiste de Maïakovski en France, et il va nous parler de Maïakovski dans ce documentaire. Voilà, pour nous, Claude Friou, c'est un souvenir d'étudiant. On était, nous, dans une autre université que Vincennes. Il n'était pas bien vu, il faut bien le dire, d'aller à Vincennes. Donc on y allait plutôt en cachette, parce que les cours de Claude Friou et d'Irène Sokologorski étaient quand même en matière littéraire souvent plus intéressants que ce qu'on entendait dans notre faculté d'origine. Mais il fallait être discret. Donc voilà, c'était l'atmosphère de l'époque, qui bien sûr n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Voilà, nous passons donc la parole à Irène pour vous introduire les intervenants toute cette soirée. Et n'oubliez pas, c'est un hommage à Claude Friou. Merci Dimitri. Alors, je remercie. Ça marche? Moi, j'ai peut-être pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro. Vous m'entendez comme ça? C'est important. Bon, alors, je remercie François, je remercie bien entendu le Centre culturel de nous accueillir, d'avoir maintenu cette séance alors que les choses s'organisaient assez mal au départ. Bon, donc, nous sommes heureux d'être là. Nous sommes là jusqu'à 20h. À 20h, il faudra malheureusement quitter la salle, donc nous allons essayer d'aller un peu vite. Je vais présenter brièvement un peu le programme de ces 2 heures. Alors, je vais présenter les 2 lecteurs qui vont... nous n'avons pas le film de Colette Gidou, mais nous allons avoir une séquence de quelque chose qui appartient à Philippe Tancelin, que Philippe Tancelin a filmé et qui nous a apporté sur Claude Friou parlant de Maïakovski. Donc nous avons cette séquence. Nous allons commencer par lire 2 poèmes de Maïakovski, après quoi nous passerons ce film et ils avaient parlé au centre culturel de nous faire entendre un enregistrement. Il est là? Bon, alors, donc on va avoir un enregistrement peut-être assez court, mais tout de même de la voix de Maïakovski lui-même, lisant sa poésie. Après quoi, nous aurons des lectures de poèmes de Claude Friou.
Voilà le programme, si vous voulez. Alors, je vais vous présenter vos deux intervenants. D'abord, Maria-Louisa Bonac, ici présente. Alors, Maria-Louisa est avant tout professeure de russe, initialement. Donc, Mayakovsky, elle a accédé par la langue. Elle est professeure de russe, mais elle a beaucoup d'autres talents qu'elle a su fructifier, développer en même temps. Je sais qu'elle fait partie d'un chœur important, donc elle a une belle voix, elle chante, mais elle est aussi, elle aime et elle sait lire. Et depuis qu'elle a un peu plus de temps, elle est accueillie à différentes occasions, dans différents lieux, pour faire des lectures poétiques ou de prose. Et donc elle a eu la gentillesse d'accepter de venir ici nous prêter main forte. Alors Maria-Louisa a une dernière qualité, elle fait partie de l'association que j'ai l'honneur de présider qui s'appelle Lettres de Russe et Traduction, et je profite de l'occasion pour la remercier de ce qu'elle nous apporte, de ce qu'elle m'apporte à cette occasion. Donc voilà Maria-Louisa qui lira tout à l'heure. Le deuxième lecteur, Philippe, va se lever, il ne peut pas venir sur scène, mais il va au moins se présenter. Voilà Philippe Tancelin. Alors on peut dire beaucoup de choses de Philippe Tancelin, il faut dire beaucoup de choses de Philippe Tancelin. Philippe Tancelin est docteur de philosophie esthétique, il est poète et philosophe. Il dirige une collection des poésies des 5 continents à l'Harmattan. Il a publié un grand nombre d'ouvrages où la poésie côtoie la réflexion philosophique et se combine avec la réflexion philosophique. Que dire d'autre? Il est président de l'Internationale des poètes, c'est aussi le cas. Enfin, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais je voudrais surtout dire ce qui, moi, me séduit, enfin, est à la base de mon estime et de mon immense sympathie pour Philippe Tancelin. J'ai oublié de dire qu'il était aussi enseignant, bien sûr, à Paris 8, bien sûr, et qu'il a dirigé à Paris 8 une UFR, l'UFR des arts esthétiques, je ne sais plus exactement le titre, mais enfin, c'est ça, UFR d'art, avec beaucoup de bonheur, et il fait partie vraiment de cette belle période de notre université, dont il a été vraiment un membre tout à fait éminent. Bon, je voulais dire surtout donc ce qui fait mon estime, ma sympathie pour Philippe Tancelin, c'est essentiellement deux choses. Une première chose, c'est sa générosité chaleureuse. Il n'est pas de lutte, de réflexion contre l'exclusion, contre l'oppression dans laquelle Philippe n'intervient pas. Il est toujours, il intervient, il se manifeste, il participe à un certain nombre de choses dans cette voie-là, toujours avec son éternel sourire, son charme, et je disais son côté chaleureux. Et la deuxième chose, c'est que j'ai dit que Philippe était poète. Il n'est pas seulement poète, il est vraiment la poésie, dans son attitude, dans sa stature, dans sa posture. Il incarne la poésie. Essayez de téléphoner à Philippe. S'il n'est pas là, par chance, vous entendrez son message et vous êtes tout de suite dans un domaine poétique. Simplement, les 3 mots qu'on dit donc, sur son répondeur caractérisent Philippe. Et alors, je voudrais employer pour la poésie de Philippe une métaphore qui ne m'appartient pas malheureusement, qui a été... Un critique a dit de Wozniacki, un autre poète russe, qu'il pressait les mots comme une orange pour en faire jaillir le sens. Et je trouve que c'est exactement ce que fait Philippe. Il presse les mots et en fait jaillir le sens et la poésie. Voilà Philippe, donc il lira lui aussi un autre poème. Je pense même que c'est Philippe qui va commencer. Alors Philippe va lire La flûte des vertèbres. La flûte des vertèbres est un poème de Mayakovsky écrit en 1915, donc avant la Révolution, et il a enfin 2 composantes, si vous voulez, enfin vous y verrez 2 choses. D'abord le côté autobiographique, c'est un poème nourri des relations qu'il a à l'époque avec Lily Brick et aussi Brick. Ça, c'est la partie autobiographique. Et parallèlement, cette autobiographie est imbriquée dans une réflexion sur la situation politique de l'époque, c'est la guerre, cette imbrication. Et cette imbrication est fondamentale parce qu'elle restera une constante de la poésie de Mayakovsky. Et je veux dire, pas seulement de la poésie, de la vie de Mayakovsky, qui sera à la fois une vie personnelle, intime, riche, et
tout le temps mêlés à la vie sociale, à la vie du pays et à la vie du monde. Voilà, alors Philippe, donc la flûte des ténèbres. À vous toutes, que l'on aima et que l'on aime, icône à l'abri dans la grotte de l'âme, comme une coupe de vin à la table d'un festin, je lève mon crâne rempli de poèmes. Souvent je me dis, et si je mettais le point d'une balle à ma propre fin? Aujourd'hui, à tout hasard, je donne mon concert d'adieu. Mémoire rassemble dans la salle du cerveau les rangs innombrables des bien-aimés, verse le rire Dieu en eux, et que des noces passées la nuit se part. De corps et corps, verser la joie. Que nul ne puisse oublier cette nuit. Aujourd'hui, je jouerai de la flûte sur ma propre colonne vertébrale. Non, pas dans les rues, écrase les verstes. Mon pas. Que faire de l'enfer qu'en soit on abrite? Qui donc, quel Hoffmann céleste a pu t'imaginer maudite? La tempête de joie écarte les rues, la fête déverse et déverse des heureux, et je médite. Les pensées, caillots de sang, cahiers et malades, suintent de mon crâne. Moi, créateur de tout ce qui est fait, je n'ai personne pour partager ce jour. Je vais tout de suite m'écrouler, me fracasser le crâne sur le Nevski de pierre. Voilà, j'ai blasphémé. J'ai hurlé partout que Dieu n'existe pas, et Dieu des profondeurs torrides fit sortir celle devant qui la montagne se trouble et frissonne, et il commanda, tu l'aimeras. Dieu est content. Dans l'abîme sous le ciel, l'homme harassé sans sauvage et s'éteint. Dieu se frotte les paumes des mains et il se dit, Dieu, attends un peu, Vladimir. Et c'est lui, encore lui, pour que nul ne puisse deviner qui tu es, qui a inventé de te donner un mari véritable et de garnir le piano de musique humaine. Que soudain l'on se glisse par la porte de la chambre, que l'on fasse un signe de croix au-dessus du duvet, je sais, cela sentirait le poil roussi, la fumée souffrée d'une chair de diable. Au lieu de quoi, je m'en vais jusqu'à l'aube d'horreur que l'on t'ait emmené pour t'aimer, errer. Errer et tailler les cris en vers, joyer déjà presque fou. Peut-être jouer aux cartes, de vin, rincer la gorge du cœur, dessécher de gémir. Je me passe de toi, je refuse, tout m'est égal, je sais que je vais crever. Et s'il est vrai que tu existes, Seigneur, Seigneur Dieu, si c'est toi qui tisses le tapis des étoiles, si cette souffrance, tous les jours grandissante, met par toi, Seigneur, envoyé le martyr, alors prends ta chaîne de juge, attends ma visite, je suis exact, et ne tarderai pas un jour, écoute, suprême inquisiteur, les lèvres serrées, pas un cri ne lâchera ma bouche mordue jusqu'au sang. Comme à une queue de cheval, attache-moi aux comètes et fouette, que mon corps se déchire aux pointes d'étoiles, ou encore, lorsque mon âme migratoire, fronçant un sourcil obtus, viendra devant ton tribunal, lance la voie lactée, faisant une potence, et pends-moi si tu veux, je suis un criminel. Fais tout ce qu'il te plaira. Veux-tu m'écarteler? Je te laverai moi-même les mains, à toi, le juste. Seulement, tu m'entends. Enlève cette maudite dont tu as fait ma bien-aimée. Mon pas dans les rues écrase les verstes. Que faire de l'enfer qu'en soit l'on abrite? Qui donc, quel Hoffmann céleste, a pu t'imaginer maudite? Et le ciel, oubliant dans les fumées d'être bleu, et les nuages, comme des réfugiés en haillons, je les embrasserai de mon dernier amour, éclatant comme le rose du poitrinaire. De joie, je découvrirai les hurlements des hordes qui ont oublié la douceur d'une maison. Hommes, écoutez, sortez des tranchées, vous finirez la guerre plus tard. Même quand, titubant de sang comme Bacchus, un combat se livre,
les mots d'amour, eux, ne sont jamais flétris. Chers Allemands, je le sais, sur vos lèvres, vous avez la Gretchen de Goethe. Le Français, percé d'une baïonnette, sourit, un sourire aux lèvres tombe, l'aviateur abattu. Ici, il se rappelle le baiser de la bouche Traviata. Mais, qu'est pour moi la mollesse rose mâchonnée par les siècles? Aujourd'hui, tombés à d'autres pieds, c'est toi que je chante, maquillée et rousse. Peut-être que de ces jours terribles comme les pointes des baïonnettes, quand les siècles blanchiront de barbe, ne resteront que toi et moi, lancés à ta poursuite, de ville en ville. Que tu sois promise de l'autre côté de l'eau, que tu te caches dans la niche de la nuit, je te baiserai à travers le brouillard de Londres, des lèvres de feu de ces réverbères. Dans le désert torride, tu étires des caravanes, là où les lions se tiennent sur leur garde, et je poserai pour toi, sous la poussière, déchirée par le vent, ma joute brûlante de Sahara. Que tu habilles un sourire des lèvres, que tu regardes, qu'il est beau le toréador, et soudain, je lancerai dans les loges la jalousie de l'œil mourant du taureau. Que tu portes sur le pont un pas distrait, pensant, il ferait bon en bas. Et c'est moi qui coule sous le pont, et je suis la scène, et je t'appelle, et je montre mes dents pourries. Qu'avec un autre, tu allumes dans le feu des trotteurs, Strelka et Sokolonki. C'est moi qui grimpais là-haut, là-haut qui attend, petite lune languissante et nue, et je suis fort. Il pourrait avoir besoin de moi s'il m'ordonne. Tue-toi à la guerre. Il sera le dernier. Ton nom, caillé sur la lèvre, déchiré par l'obus. Mourrai-je couronné à Sainte-Hélène? Des tempêtes de la mer scellant les vagues, je suis aussi bien candidat au trône de l'univers et aux menottes. Il m'est déchu d'être tsar. C'est à l'image de ton petit visage sur l'or solaire de ma monnaie que j'ordonne à mon peuple, frappe. Et là-bas, où le monde se fane dans la toundra, où le vent du nord marchande avec le fleuve, je gratterai sur la chaîne le nom de Lily. Et j'embrasserai la chaîne dans les ténèbres du bagne. Alors, écoutez, vous qui oubliez que le ciel est bleu, le poil hérissé comme celui des bêtes, ceci est peut-être le dernier amour du monde, embrasé d'un rose de poitrinaire. J'oublierai l'année, le jour, la date. Je m'enfermerai solitaire devant une feuille blanche, qu'elle naisse la magie inhumaine des mots illuminés de souffrance. Aujourd'hui, à peine entré, j'ai senti la maison étrange. Tu cachais quelque chose dans ta robe de soie, et dans l'air flottait l'odeur de l'encens. Heureuse? Un froid. Bien sûr. Le trouble bouleverse le rempart de la raison, brûlante et fiévreux, j'entasse le malheur. Écoute, pourquoi cacher le cadavre? Fais tomber sur ma tête l'avalanche du mot, puisque chacun de tes muscles, comme dans un porte-voix, claironne. Il est mort, il est mort. Non! Réponds, ne mens pas. Comment m'en irais-je avec ça? Tes yeux ont creusé dans ta face les fosses de leur tombeau. Les fosses s'enfoncent, elles sont sans faux. Vais-je m'effondrer de l'échafaudage des jours? Au-dessus de l'abîme, mon âme est tendue comme un câble et je m'y balance, jonglant avec les mots. Je sais, tu as tué son amour. Je devine l'ennui à des signes innombrables. Rajeunis-toi dans mon âme. Apprends au cœur la fête du corps. Je sais, une femme ça se paye, tant pis, si en attendant, je t'habille de la fumée du tabac et du nom des rondelles de Paris. Je porterai mon amour comme jadis le faisait l'apôtre, par 1000 fois 1000 chemins. Une couronne t'attend dans les siècles. Dans cette couronne, mes mots font un arc-en-ciel de frissons. Comme les éléphants de leur jeu de 100 tonnes, terminée la victoire de Pyrrhus, ma démarche de génie a tonné dans ta tête
c'est en vain et je ne peux t'arracher. Sois heureuse, sois heureuse, tu m'as eu enfin. J'ai si mal, à peine le temps d'arriver au canal pour mettre la tête dans le rictus de l'eau. Tes lèvres, comme tu les fais brutales. À peine j'y touche, le froid me saisit, comme si je baisais de lèvres pénitentes un monastère taillé dans le froid des rocs. Les portes battirent, il entra, arrosé d'une gaieté des rues. C'était comme si un hurlement m'avait brisé en deux, et je lui criais « C'est bon, je m'en vais, c'est bon, elle te restera. Donne-lui des chiffons, que les ailes timides s'embarquent sous le soie, veille qu'elle ne s'envole, attache comme une pierre au cou de ta femme les colliers de perles. » Ah. Cette nuit, je serrais les cordons du désespoir, mes pleurs et mes rires renversaient l'épouvante la gueule des murs. Une apparition se levait, ton visage que j'avais emporté, tes yeux l'illuminaient sur le tapis, comme si un nouveau Bialik inventait une reine éblouissante du Sion juif. Martyr, devant celle que j'avais donnée, je tombais à genoux. Le roi Albert, qui a perdu toutes ses villes, est après moi couvert de cadeaux. Roulez-vous dans l'or du soleil, fleurs et herbes, printaniser, vie des éléments. Je ne veux qu'un seul poison, boire des vers toujours et encore. Voleur du cœur, voleuse du cœur, auquel tu as tout appris, tourmentant de délire mon âme, accepte mon offrande. Chérie, peut-être n'inventerai jamais plus rien. Colorer de fête la date d'aujourd'hui, qu'elle naisse la magie, pareille à la crucifixion. Voyez, je suis cloué au papier, avec les clous des mots. Qui s'appelle Quatrième International. Alors c'est un peu autre chose. Le Quatrième International, c'est un poème de 1922. À l'origine, Maïakovski voulait écrire un poème d'anticipation, d'utopie sur ce qu'allait être, selon lui, l'art, les arts, dans 500 ans. Et puis, les événements ont fait que cette exaltation utopique s'est transformée en interrogation polémique sur deux sujets essentiels. Premièrement, l'attitude de l'appareil politique à l'égard des arts et de la littérature, l'attitude plus que réservée, voire hostile, et contre laquelle donc se bat Maïakovski, contre laquelle se révolte Maïakovski. C'est l'époque, on est en 1922, c'est le projet de culte, on vient d'interrompre les activités du projet de culte, donc il ne défend pas seulement l'art d'avant-garde, mais l'art contraire même à l'avant-garde, qui est l'art prolétarien, il défend vraiment l'existence de cet art face aux politiques. Et deuxième interrogation au sujet de la NEP 22, c'est le début de la nouvelle politique économique, laquelle fait surgir un nouveau bourgeois suffisant, railleur, vulgaire, qui apparaît et qui, aux yeux de Maïakovski, comme aux yeux de beaucoup de l'époque, bafoue des idéaux révolutionnaires. Et donc c'est contre ces deux évolutions, en quelque sorte, de la société soviétique que s'opposent, enfin, ces deux évolutions qu'interroge le poète Maïakovski dans ce poème qui s'appelle donc Quatrième International et que Maria Luisa va vous lire. Je crois que c'est ça votre micro, Maria Luisa. Là, non, je pense que ça marche. Alors, avant de lire, je voulais rappeler que la
première personne qui m'a fait entendre du Mayakovsky, qui me parlait de Mayakovsky, c'était lorsque j'avais 16 ans au lycée Claude Monet. Quelqu'un de la classe de russe avait invité, mais c'était aussi lié, je pense aussi, à un cercle de jeunesse communiste, Claude Friou. Et on a été emballés. C'était ma première rencontre avec Mayakovsky, avec Claude Friou aussi. Je voulais dire aussi que, bien sûr, la traduction est de Claude Friou. Oui, Vous avez entendu, c'était Claude qui l'a traduit, là aussi. Alors le titre exact, c'est Lettre ouverte de Mayakovsky au comité central du Parti communiste russe bolchevique, expliquant quelques façons d'agir du dit Mayakovsky. Il y avait des pains blancs, plus que des toiles, des pains petits, mais pourtant d'une livre. Mais vous étiez clandestins, préparant la révolte de la faim. On vivait, on bouffait, on rigolait. Le monde, des hôtels grimpant à l'assaut du ciel, des ascenseurs pleins d'élégantes, vissés aux étages tranquilles. Mais vous, clandestins, cachés, vous prépariez les guerres futures. Dans le fauteuil du temps, le derrière du capitalisme était immuable. La vie refroidissait comme du thé dans une soucoupe. Mais vous, déjà, regardiez dans les yeux les jours à l'attaque des révolutions. Vêtus à l'envers, la barbe teinte, les proscrits couraient de ville en ville. Pour les colisées des âmes, pour les grands stades des têtes, au fond des galetas parisiens, vous ordonniez les chiffres, organisiez ceux qui sont nus, et cette bouillie humaine qui allège des brigades ouvrières. L'auto de la dialectique plongeait dans les années les phares de la firme Marx. L'avenir dissipait ses ténèbres. Et quand octobre a déferlé, son galop de flamme plus fort que toutes les fumées, vos mains de fer ont saisi les brides de la révolution, ce feu et ces fumées. Vous avez galopé tout droit, de ce côté, par détour. Le cheval de Kronstadt cabré au-dessus de la Neva, la crinière incendiaire de Yaroslav, Tsaritsyn dans son anneau de flamme, d'une montagne à l'autre, d'un abîme à l'autre, bondissant, rivé à l'encolure, les ongles sanglants, le cavalier fonçait sans cesse. Fervent jusqu'au cri, ému jusqu'au supplice, moi aussi, au rythme effréné du galop, j'ai carillonné contre le bronze avec le bâton des mots, j'ai applaudi, jubilant, avec la paume des strophes. La course s'achève, le feu s'apaise, l'esprit petit bourgeois dégage sa puanteur. Il fume encore. Mais nous sommes bien en selle, sur la masse du coursier épuisé, ses flancs serrés par nos genoux. On nous l'a changé. Maintenant, c'est un cheval de trait et de labeur. Sans traîner, nous dépassons les ruines. Nous éteignons tison après tison. D'autres fumées s'élèvent. Dans la nuit, sans chemin, parmi les ruines, ton cheval tremble, ton cheval bute et bronche. Mais bientôt, l'électricité de Châteauras, au Sentieux, profilera des voies rayonnantes. Aujourd'hui, là aussi, pas question d'en faire le tour avec ce gros cheval. Mais viendra le temps, j'en suis sûre, bientôt, où chez nous se lèvera toute une Amérique de locomotives. Les champs et les montagnes seront forés comme par des balles. La Volga, maintenant, son aspect fait frémir. Des eaux partout. Tout est brûlé, malade. Mais viendra l'heure de la vie repue, avec des pains et des gâteaux. C'est alors qu'au-dessus du point terrestre se dresse un énorme signe d'interrogation. Je pointe vers l'avenir le doigt de mes vers, je plante dans l'avenir le regard de mes images. Le communisme, qui boira le lait de sa rivière? Qui va savourer la gelée de ses rives? Quelles seront leurs pensées, leurs amours, leurs sentiments, leurs désirs? Dès aujourd'hui, avec des hurlements très civilisés, la vieillerie a délivré au communisme sa patente. Ce qu'il y aura, dormir, manger, seront les distractions du troupeau humain. Ce qu'il y aura,
Les rues seront asphaltées. On aura mis 2 ans à nettoyer l'immeuble des soviets. Et les jours de fête, dans un square, les gens de la culture prolétarienne joueront aux croquettes devant le soviet. Chaque affiche siffle comme un fouet. Caput, octobre! Octobre n'a pas brûlé jusqu'au bout! Les communistes en foule vont se palmer à l'opéra. Eugène Onegin, Sylvia, le prince Igor. Vous retournez aux gorilles, au réduit spirituel, vous revenez à l'animal. De tout le lyrisme raffiné amassé par les siècles, il ne restera que l'homme. Allons dormir. Comme installe le petit bourgeois dans une monarchie ou dans le communisme, même dans la ville jardin de Vudacha, il ne fera jamais travailler sa pensée que sur le compte de la monnaie rendue par les cuisinières. Et c'est déjà arrivé. Regardez, à la place de vos espoirs d'hier, dans les cafés, se goinfrant de gâteaux jusqu'à en vomir, les petits bourgeois sont là, glorifiant le communisme. Quel amour garantira la sécurité sociale? Que peut ces machecos pour les infirmes de l'âme? Assez! Nous allons nous y mettre, si sans nous personne n'y pense. Que chacun se rajeunisse, dépouille vite son âme aux cheveux gris. Communards, préparez une nouvelle révolte dans la future satiété communiste. C'est pour ça qu'on peut me faire académicien, me donner une maison à aucun prix, même gratuitement. Je ne deviendrai jamais ni directeur, ni adjoint, ni second, ni même commissaire aux vivres. Je m'enfuis. Derrière moi, l'immigré, grandit la ligne des gens et des lieux qui me chassent. Je sais, ça viendra. Je roulerai du tambour et tout sera. Mais maintenant, traqué dans le grenier de ma tête, je glorifie les révoltes de l'avenir. Je mets à la dialectique de Marx des moteurs poétiques de 100 chevaux. Regardez s'écouler les rangs des années à venir, secouant les têtes par l'explosion des pensées, dans le fracas de l'artillerie des cœurs, monte du fond des temps une autre révolution, la 3e révolution, celle de l'esprit. Aiguise et astique, ta langue baïonnette, les yeux sur la cible, l'oreille dressée. Attention, qu'on ne nous fripe pas l'âme par surprise, qu'on ne nous retourne pas le cerveau. Oh là! Repos! Doublez les rangs. Pensez, garde rouge. Venez tous, de Marx à Lénine, vous tous qui rayonnez dans les siècles. Instruit par vous, je vois des mondes grandioses. Que chacun vienne et s'instruise. Voilà l'œuvre de Claude Frillot, traducteur, enfin une partie de son œuvre de traduction, et vous voyez les aspirations tout à fait différentes, lyriques, intimistes et politiques, avec une certaine violence. Bon, alors maintenant, je pense qu'on va passer les films, hein, Dimitri. Comme juste une petite présentation de... Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est un enregistrement que j'ai effectué en 2001 aux éditions L'Harmattan, où nous avions invité le centre de recherche que j'avais créé à Paris 8 avec Irène. Nous avions invité Claude Frillot et Serge Venturini, qui est un poète d'origine italienne, sur la question du rapport entre la poésie et le politique. Voilà. Et vous allez entendre donc la première partie où Claude Frillot intervient, je trouve de façon d'une très très grande actualité, en particulier à l'adresse de toutes celles et ceux qui pensent que la poésie serait dégagée de tout, sauf des mots, bien sûr. Alors, une petite remarque, c'est tendez l'oreille, parce que l'enregistrement au niveau sonore n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Il va falloir tendre bien l'oreille. Ça dure 25 minutes. Parce que moi, quand je suis allé en Russie l'an dernier, et que j'ai rencontré des collègues
traducteur possible et imaginable de Mayakovsky, c'était Claude Friot. Voilà. Donc, Claude Friot, dans les traductions, était dans le livre adapté aux éditions Armatan, récemment, dans toutes les traductions de Mayakovsky, et puis un inédit dont il va nous en parler. Et puis, Claude Friot, qui est pas seulement un traducteur de Mayakovsky et un spécialiste de la poésie russe, mais qui est aussi un coureur de fond du politique. Vraiment un coureur de fond du politique. Oui, il est un peu cassé comme de contenu. Voilà, donc je veux dire, la rencontre est un peu exceptionnelle, je veux dire, pour aborder cette problématique qui est souvent vécue soit par les poètes, soit y compris aussi par les historiens, comme problématique assez dangereuse parce que les poètes se sentant pris dans l'enfer, entre guillemets, de la poésie de commande, hein, on connaît les précédents, et puis les historiens, souvent considérant que, ma foi, entre le rêve humain, le rêve poétique humain, et puis le cheminement de l'histoire, eh bien, il y a peut-être plus de divergences qu'on aurait imaginé. Alors moi, je vous proposerai simplement de laisser la parole, enfin de commencer cette confrontation par cette phrase de Hölderlin qui est reprise d'ailleurs par Heidegger dans une de ses questions quand il aborde le poète allemand Hebel, Johann Hebel, où il dit, il cite Hölderlin et Hölderlin dit, en fait, la place du poète dans l'histoire, elle tient en ce que le poète doit nécessairement habiter poétiquement la maison du monde. Voilà. Je terminerai simplement en disant qu'il y a une tradition de ces soirées, et je ne sais pas si on arrivera vraiment à la respecter, qui est par moment, lorsque généralement c'est Geneviève Clancy et moi-même qui le faisons. Là, Geneviève est en Iran, donc elle n'est pas là ce soir, et moi je suis là. On a coutume d'interrompre par moment la discussion par l'incursion de la poésie, soit de Mayakovsky, traduit par Claude Friot, soit de Serge Venturini. Alors, ne soyez pas surpris si à un moment ou à un autre, sans couper la parole pour vouloir couper la parole, et simplement parce que tout d'un coup, entre vos propos et vos écritures résonne quelque chose que l'écoute poétique peut ranimer, peut-être encore plus que le débat. Là, je me permettrai de le faire. Je prie mon excuse des paroles. Alors, on s'était fixé un petit plan. J'aimerais vous en faire part. Nous allons parler, ça c'est surtout Claude qui va commencer, des circonstances de la poésie, d'abord. Dans un deuxième point, on parlera du degré de passion, donc le rapport vécu face à l'événement. À ce moment-là, j'interviendrai, nous parlerons du courage de certains poètes dans certains événements. Et nous terminerons par une dimension des perspectives en lien, en relation avec l'utopie. Oui, je voudrais commencer par une réflexion. Effectivement, il y a deux mots qui ont été prononcés qui sont développés, c'est comment et circonstances. La poésie et la politique font mauvais ménage parté, c'est la poésie de commande et la poésie de circonstances. Et en même temps, la vraie poésie politique est toujours aussi quelque part de commande et quelque part de circonstances. Mais ce qu'il le répétait souvent, parce qu'il a été très exposé à cette attaque. On a l'impression que Mayakovsky est un égal. Il était le poète un peu foufou qui brusquement s'est mis à obéir à certains impératifs et à répondre à certaines circonstances. C'est pour ça que lui, il a beaucoup provoqué vos poètes. La circonstance et la commande.
je sens émaner d'une réalité ambiante et où je suis un peu le médiateur. C'est le commandant j'accepte, je pense qu'elle est grande et belle. Et quant à la circonstance, alors là, c'est une question de relation à un certain degré. Et la circonstance, elle doit être justement non seulement, elle ne doit pas peser sur la politique, mais elle doit l'entraîner et elle peut être une source de créativité. Et cette idée, je dirais chez Mayakovsky, que il y a une autre idée importante chez lui, c'est que quand on peut faire un bon article, il ne faut pas faire un bon poème. En matière politique, on fait un poème quand c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Autrement, ça existe. Il y a des éditoriaux, il y a la radio, il y a des didactes. Et c'est pour ça qu'il répétait sans arrêt, je suis poète, et tout ce que j'ai fait, y compris la politique, je l'ai fait en poète. C'est-à-dire fécondé poétiquement par la politique et fécondant aussi poétiquement la politique. Je pense que c'est une idée centrale qui explique qu'un personnage qui a été tellement au bord des apparences d'un suicide, j'ai écrasé le pied dans mon chanson, et une figure historique, moi, en tant que spécialiste de la Mayakovsky, quand on me dit aujourd'hui, évidemment, je suis ailleurs, pas du tout. C'est stupéfiant, c'est-à-dire une espèce de littéralité du rapport de Mayakovsky à la commission d'époque, c'est un peu effacé, c'est un peu gommé. Il n'a pas disparu du tout. Elle s'est mise à sa vraie place. Et on s'est rendu compte que c'était le poète qui était le plus fort de la politique, c'était lui qui dirigeait face à la postérité. Et que c'était. On a l'impression que c'est lui qui a inventé la révolution, d'ailleurs. Plus le temps passe, plus la révolution se détaille un petit peu, plus on a l'impression qu'il reste Mayakovsky. Avec tout, il y a une contradiction, c'est vraiment. Alors, les circonstances de la poésie, oui, mais pas de poésie de circonstances. Oui, c'est un rapport actif et vivifiant entre la circonstance et la poésie. Et là, je vous dirai tout de suite une phrase d'Éluard sur laquelle je voulais finir, mais pour me commencer. C'est-à-dire, c'est assez d'envoi, m'a rappelé tout à l'heure, qui est belle, c'est justement sur la réponse à la poésie. Lui aussi, Éluard reprenait au vol la notion de poésie de circonstance en disant que la circonstance, c'est pas une dans l'art de voir. Oui. Donc, il évoquait la circonstance, la réussite. La réussite, c'est quand il y a une espèce d'harmonie organique entre la poétique et le politique. Et il disait, la circonstance s'accorde avec les plus simples désirs du poète, avec son cœur, avec son esprit, avec sa raison. La circonstance extérieure coïncide avec la circonstance intérieure, comme si le poète lui-même l'avait produit. Elle devient donc aussi vraie que l'émotion amoureuse, que la fleur enfantée par le printemps, que la joie de construire pour ne pas mourir. Le poète suit son idée, mais cette idée le mène à s'inscrire dans la cour du progrès humain. Je crois que c'est ça. La clé, c'est ce qui explique la longévité d'une espèce de génialité comme ça, un peu inattendue, provocatrice, que Mayakovsky, qui fait que le politique a une valeur de lancement et que la poésie a une sorte de dimension d'écho qui la garantit contre une certaine érosion. Voilà. Alors ça, je crois que c'est ce qu'on avait un petit peu indiqué avec ces trois thèmes, c'était ces trois conditions. Non pas les conditions d'un espèce de contrat social, mais la nécessité que soit présente ça, c'est-à-dire que la circonstance et le poète soient un petit peu de niveau. C'est-à-dire que le poète ait eu et l'assume en donnant résonance et en prenant appui sur elle pour créer aussi, pour créer l'imaginaire en l'intransfigurance. Et ça, si vous voulez, c'est pour ça que Mayakovsky, Lénine ne s'y pensait pas, parce qu'effectivement, lui, il demandait toujours où c'était le parti, la porte, l'affaire, et Mayakovsky lui répondait avec un meeting de locomotive ou des qui vont d'ailleurs plus. C'est étonnant le rapport de Lénine à Mayakovsky, parce que Mayakovsky savait que Lénine n'avait pas du tout supporté son grand poète. Et ça l'avait agacé, on voit bien pour ça, parce que lui, il était politique.
justement cette transfiguration du monde et cet élargissement en dimension de l'univers de l'événement politique qui est politique, qui est médiateur de la politique et qui crée la génialité de cette œuvre extraordinaire. C'est un de ses mérites d'avoir exaspéré Lénine, mais c'est une belle transfiguration du fait révolutionnaire. Et on retrouve justement à peu près ces trois choses, c'est-à-dire la façon de raconter de façon totalement métamorphosée une circonstance, la guerre civile, une utopie justement qui n'est pas une utopie toute bête, avec des tableaux de Cherubin, qui est une utopie qui est à la limite de la subjectif et de l'objectif, comme une utopie, c'est-à-dire qu'elle va se trouver nulle part, elle ne va être pas réalisée. Parce qu'il y a des catastrophes, il a l'icône, c'est pas cette période. S'il a des chiffres, on va essayer. Mais, et là, c'est extraordinaire, c'est à quel point les utopies même sont ironiques. C'est pas du tout une intention d'annonce, c'est la dynamique dont on souhaite l'épanouissement. Et c'est pour ça qu'il dit admirablement à la fin, il dit, c'est peut-être le 30e anniversaire de la Révolution d'octobre, mais c'est peut-être la plus jubilante des humeurs, tout simplement. C'est-à-dire l'utopie, c'est d'abord une humeur. Et ça, il y a une mine de choses extraordinaires, c'est en immédiat que Maïkovski fait la Révolution. Voilà. Alors je crois que il y a d'abord cette complicité organisée entre le politique et le politique pour que cette activité ne soit pas un peu réductrice et de l'un de l'autre. Parce qu'ils ont quelque chose à faire. Ça va contrairement à ce que pensent les docteurs de la politique, c'est ça, et la preuve a été faite, il y a des très grandes fécondations mutuelles. Voilà. Et alors, donc, une des premières choses, c'est, à mon sens, est-ce qu'un poète a pris la mesure d'une grande circonstance et lui a donné tout son lustre par sa créativité imaginaire, fantasmagorique, prophétique. Donc, et c'est là où les poètes, alors les poètes russes en particulier, ont lui-même donné beaucoup. C'est la lecture, je parle de la lecture de la Révolution dans Maïkovski, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont aussi des grands politiques. On a l'habitude de dire que Maïkovski, il fait de la politique, c'est pas vrai. Il fait de la politique rouge, mais il y a eu la politique blanche qui a donné une poésie admirable. Si j'ai envie de vous citer tout de suite un poème célèbre de Svetlana. C'est le chant des signes. Dans le chant des signes. Oui, alors ça, c'est la poésie de droite politique. Il y a Chénier, entre autres. Mais il y a aussi Svetlana. Et dans le chant des signes, c'est la bandée russe. Son mari, elle flirtait pas d'ailleurs, elle pivotait d'un petit boulot chez les soviétiques, mais elle avait son mari qui battait blanc dans l'armée du temps, donc elle avait un peu la tête ailleurs. Et elle a fait ce grand chant des signes, c'est-à-dire le chant du signe, c'est-à-dire le chant condamné. Les blancs étaient condamnés, les mari étaient condamnés, et elle leur a trouvé une grandeur politique, une grandeur dans cette espèce de son de sacrifice. Et en même temps, elle avait cette espèce de chose un peu liée avec les autres aussi, avec qui elle vivait. Donc il y a cette espèce de sentiment, c'était un drame fratricide, cette université, et elle a voulu dire dans ce très très beau poème. Ô petit champignon blanc mousseron, c'est la vieille campagne russe qui chancelle et gémit. Au secours, les jambes vacillent. Une mine de sang ensevelie dans son brouillard. À droite et à gauche, ce ne sont que béances sanglantes. Et chaque blessure crie « Maman ». Et moi, comme ivre, je n'entends que cri, devant mon ventre, maman. Tous sont couchés en rang. Comment les délimiter? On voit des soldats, c'est tout. Où sont les siens, où sont les autres? Il était blanc, le voilà rouge, c'est le sang qui l'a rougi. Il était rouge, le voilà blanc, c'est la mort qui l'a tranché. Voilà. Ça, c'est une lecture, mais c'est pour dire que, si vous voulez, il n'y avait pas nécessairement ce type d'engagement un peu rhétorique du actif de Maïkovski pour que là, il y ait une étincelle qui passe entre les mouvements et puis sa traduction
réflexion politique. Il y a eu aussi, je ne sais pas si tu peux, il n'y a pas de micro, je voulais dire ça, il y a Pasternak. Pasternak, moi, il m'a dit un jour, moi je voulais être Tchaïkovski. Alors, et puis là, il a quitté la place, alors je me suis dit, Pasternak, et pour c'était un intelligent, parce que c'est vrai que Pasternak avait tout ce qui est fasciné par lui aussi. Il avait aussi une espèce de dimension de parler d'époque, de voir l'époque, les sens profonds et les gestations profondes de l'époque. Vous avez ces grands poèmes de 1905 et de Jean Schmitt qui sont des grandes confesses. Et on va aller à Lénine. On a dans un texte tout à fait remarquable sur sur Lénine dans son rapport avec son époque. Et alors, il était fasciné par le personnage de Lénine qui gesticulait beaucoup. Tes bras, par un déchaînement de souffrance, criaient à la tempête aux les mains. Par cette nuit, dans les concepts célestes, tout devint bruit et le bruit disparut. Nous étions la musique des tasses, partis boire le thé dans l'obscurité des forêts profondes, des grands gestes obliques et des mystères qui ne flattent personne. Le gel craquait et les seaux pendaient, les corbeaux tournoyaient avec la disparition des réservaires. L'imagination n'était ravale, ne percevait plus que du bruit. En arrière et de côté, l'épopée était en train de naître silencieusement. Plus une scène à damner, plus notre rôle y est pâle, plus nous chérissons d'elle. Un souvenir jaloux et partial de ce lointain s'agit. On ne voit plus les petites choses ordinaires, on oublie les lieux communs des discours, et le temps effaçait les détails. Alors, les petites choses étaient au premier plan. Et puis, le Lénine qui apparaît avec ça. Il se mit à parler. Nous n'avons de souvenirs et de respect que pour les monuments aux morts. Mais moi, je dis l'instant fugitif. Qui avait-il en lui, qui dans le moment nous relie à lui seul? Il était comme un assaut d'escrime lancé à la poursuite de ses propres paroles. Il suivait son idée, la veste retroussée, la pointe des bottines en avant. Ces mots pouvaient concerner le mazout, la courbe de sa stature respirait l'envol de l'essence nue des choses, perçant la main stupide de tout venant. Et ce tracellement nu pouvait se déchiffrer à haute voix dans tout ce que traçait le son de réalité. Il était leur visage sonore, envieux de l'envie des siècles, jaloux de leur seule jalousie. Il dirigeait le courant des pensées, et par cela seulement le pays. Alors, le voyant en chair et en os, je pensais sans fin, à son statut d'auteur et à son droit d'oser à la première personne. Il se trouve que quelqu'un sort de rendre de nombreuses générations. Le génie qui arrive annonce des bienfaits et fait payer de pression son départ. C'est le rapport à la personnalité des ministres, saisi comme un croquis parce que c'est des petits détails, c'est des petits gestes et tout ça. Et puis c'est cette idée qu'il y a un message de liberté dont on n'est pas fermement clair. Donc ça, là, la poésie russe a fait beaucoup dans cette espèce de capacité de toute une pléiade de poètes, de tendances, de mentalités, de perspectives différentes à assumer politiquement l'événement. Voilà, ça c'est la première chose. Il y en a un dernier rôle, je ne résiste pas, c'est je prends un autre exemple, qui lui aussi a été, comme Pasternak, qui n'était pas des politiques au sens moyen-gaussien, mais qui était très fasciné par l'événement. Pasternak, pour lui, l'événement de la politique ressemblait beaucoup à l'événement de la nature. Et donc c'était surtout un grand champ métaphorique. Là, dans ce passage, non, c'est le siècle. Ah, le siècle. Ô mon siècle, mon fauve, qui saura te regarder dans les prunelles et recoller avec son sang des vertèbres des deux sont tués. Le sang constructeur gèle dans la gorge des choses terrestres. Son dos ne fait que frémir au seuil des jours mouvants. La créature, tant qu'elle vit assez, doit porter jusqu'au bout son échine, et la vague de ses vertèbres se joue invisiblement. Le siècle, une terre nouvelle née, est comme le squelette tendre d'un enfant. À nouveau, on porte au sacrifice comme un agneau
livrer le siècle. Pour commencer le monde nouveau, il faut lier avec la flûte les segments moelleux des jours. La chose, on a l'impression que c'était quelqu'un qui était quand on l'a fait voter une fois dans la vie. Il a dit c'est sûr, nous avons 90% des majoritaires. Je veux une démocratie. La seule fois qu'on l'a fait voter, c'était parce qu'il était sûr que le candidat il y avait un côté démocrate, mais il y avait un sentiment qui était un sentiment presque animal. Quand cette idée du siècle à l'échelon brisé qui se recolle, qui recolle vers la révolution. Voilà. Donc, à mon avis, c'est la première. Il faut que le poète ait ce niveau de perception profonde des choses, de traduction et d'invention dans la manière de les traduire qui soit profondément, substantiellement, essentiellement politique. Et à ce moment-là, il n'y a plus de politique circonstance, il y a une circonstance et la politique ensemble. Merci. Ça. Merci au Centre culturel de l'avoir montré. Alors, nous allons continuer maintenant. Donc, nous avons bien, vécu avec Mayakovsky une poésie déclarative. La seconde partie de notre journée, de notre séance, est consacrée à une poésie beaucoup plus, qui n'a pas voulu la poésie de Claude Friot, qui n'a jamais voulu, qui a très peu publié. Il a publié un roman dans lequel il a un petit peu inséré des poèmes, mais bon, ce n'est qu'une partie infime de ce qu'il a écrit. Il a écrit beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres poèmes, et c'est cette poésie pour lui-même, pour les siens, que vont maintenant nous faire découvrir également Philippe et Maria-Louisa, qui bizarrement a disparu. Alors là, voilà. Mayakovsky, Mayakovsky, la voix de Mayakovsky. Ah d'accord, excusez-moi, oui, pardon. Excusez-moi. И как не довелось ему благодару Юзиданой. Ну, кажется, всех домов бился нос. Он ревел беззаголовенно. Раз такая недоносина. Яволь, леволь, праволь, бросится. Убежала недоносина. Но ударить удалось ему. По ребру, как и на нос ему, вот моя волка, обдавела недоносца, и вот носится сам, мир ей недоносится. Merci. C'était émouvant d'entendre le poète lui-même après tout ce que nous avions entendu. Et vous avez pu voir qu'effectivement, il ne ménageait pas les effets au roman. C'était une forme de poésie qui lui convenait bien. Donc nous passons à une poésie plus intimiste, une poésie pour soi-même et pour les siens. Donc, nous avons procédé avec Irène, qui a effectué une sélection des nombreux textes, parmi les nombreux textes de Claude. Donc nous avons procédé à un montage suivant une certaine dramaturgie qui va de l'amour au départ, au grand départ. Que m'importent les démêlés tristes de chacun avec son visage et son corps. Je ne veux ouvrir mes yeux que pour m'émerveiller. Que sont lugubres les grimaces par lesquelles chacun se rassure et les longues têtes à tête impudents par lesquelles on élit vêtements et plus encore la chaussure. Dans ce qu'on aime, la robe semble choisie par le ciel et dessinée par un archange. Dans ce qu'on aime, le paysage devient décor, parfumé. Un jour y a fixé les ombres et la lumière
et le soleil de Josué. Je ne veux ouvrir les yeux que pour m'émerveiller. L'important est d'avoir rencontré une forme vive de la vie, entrée par la porte au matin, tandis que le feuillage opine de son brassage attentif, comme ces plumes en éventail dont on berçait les pharaons. Pauvres ouvreurs, je hais ce que vous dites poésie. Ce clinquant de monnaie trouvé dans la rue, ces contorsions sans visage. Seulement, une femme, un homme, un endroit, un moment, l'arc électrique de l'amour, les racines de la tendresse, quelque chose d'extrêmement précis et musical, venu frapper à la porte de l'éternité, les bras chargés de fleurs. Le ciel obstinément dérobe leurs couleurs aux gorges des pigeons. Je songe au premier pas qui menait l'un vers l'autre, au premier allongement attentif et guetteur, à la simplicité des corps, nus, des mots, tu. Alors je vais être romantissée par l'inconnu. Nous étions au balcon de nous-mêmes, insoucieux de tous les lendemains. Le ciel obstinément dérobait leurs couleurs aux gorges des pigeons. La poésie, c'est respirer à plein poumon, sentir en pleine force, évoluer aux limites. Un discours étrange à égale distance du cri et du chuchotement. Une saisissante démesure entre la somme et le reste. Le poème n'est pas objet ouvragé, mais une saisie par les cheveux, une confidence irrépressible, un rendez-vous fixé à l'avenir, impudent et improbable. Le poème n'est pas un cube habile sur un socle, mais une attaque d'archet aux airs d'arrachement. Porte-fenêtre manquant dans l'édifice, les mots ne résonneront qu'au bruit de cette grotte. Ils ne seront soyeux qu'à l'ombre de cheveux. Ils ne seront lisibles qu'au bord de tes deux yeux. Je vivrai plusieurs siècles de chacun des instants où l'ombre d'un bonheur est passée entre nous. Ta roue sur l'herbe, dans la pénombre printanière, ton corps incandescent au cœur du four solaire, le bain improvisé au pied des cathédrales, tes gestes de tendresse échappés au sommeil, ta silhouette glissant sur d'infinis tableaux, le repère de tes pas dans tous les labyrinthes. Ces visions restent ouvertes comme mes tympans gothiques, et l'accès en demeure l'escalier dérobé. Tu as les yeux rougis et l'âme un peu griffée, et ta barque revient toute découronnée. Qu'elle soit pour un moment rangée au bord du quai, viens arpenter la lande quand les ajoncs fleurissent, viens dormir au carrefour de bras qui t'appartiennent, où ton parfum règne comme un dieu familier. Viens découvrir un seuil fait de tes initiales, parcourir un chemin frayé de par ton image, vérifier à l'amour à l'aube de ta vie. Le moutonnement des notes au bout des doigts fragiles et la houle de toi haletant dans ma gorge, respirant comme le fait un rivage, et la forme de toi incisant ma poitrine. Ô moment musical, ô onde de douceur, aux mains dénouées de Jean-Baptiste, au sommet où l'on ne campe pas, pourquoi soudain pousse la porte? J'aurais voulu aimer les paysages et les coques marquant de veille la nuit romaine. J'aurais voulu aimer tous les bruits du voyage et toutes les beautés du monde inanimé et la fidélité de leur compagnonnage. Mais tout n'était qu'attente et trace d'un passage, écho d'un rire fragile et de deux gestes tendres. Pourquoi ne pas faire à d'autres passages les honneurs du chemin de croix, le goût d'un sein nu dans une bouche incréée, l'odeur des copeaux frais dans l'atelier du père, le lin blanc de la robe au milieu des docteurs, les ruisseaux ténébreux des noces de Cana, les parfums de résine parmi les oliviers, le frémissement au bord des lèvres, la blondeur étalée,
le pas dansant du Noli me tangere. Le rictus des bourreaux nous dit qu'il faut haïr le plancher sale des salles de police et ses traînées de sang, la bière et le sandwich des interrogatoires et les culottes gonflées dans les calvaires bretons. Le Golgotha est un guide pour le châtiment des méchants. Pourquoi ne pas faire à d'autres passages les honneurs du chemin de croix? Tout amour est inconsolable, et celui qui commence comme celui qui finit. Panache de lumière aux démarches d'aveugle, le râle de l'attente et le bond à ton cou, et la main surgit comme celle qu'on retire, les grâces imméritées et le dû évanoui, l'être unique et banal déchirant la visière, cet énorme surcroît fleutré par l'habitude. Tout bonheur ici est irréparable, tout amour est inconsolable, comme une porte entr'ouverte sur l'au-delà. Je veux te refermer comme on referme un livre, parcouru jusqu'aux marges, avec le mot fin, comme une caresse qui reconduit inlassablement au frontispice à travers une terre ferme et définitive, propice aux explorations innombrables, avec un vol de frissons, niché dans les arbres. Mots fidèles, restés humides d'émotion et de pluie, icônes de voyage au-delà tressés dans le désert, breuvage doux amer de présence et d'absence, étrange carrure du patrimoine, récit hiératique déjà découpé en stations, pleines de fissures aux parfums frais de découverte, ô réserve infrangible devant la mort. Je veux te refermer comme on referme un livre. Je dois à ton visage d'être toujours vivant, d'entendre résonner la grotte de mon sang et de guetter l'aura du vertige d'amour. Je dois à ton visage d'être toujours veillant. Je marche loin de toi, comme un riche qui sait où est son coffre-fort et quels sont ses trésors, de quel or le passé a tressé la lumière, quel argent se réserve aux rêves aventureux, quelle déesse dispense chaque métal précieux. J'ai appris à vivre en éternel sursis, à m'enfuir dans l'instant, à trembler pour chaque chute d'heure, à traverser les villes nocturnes comme un jeu de hasard, à craindre le visage de chaque porte, à ne pas savoir où rendre l'âme, comme un exercice d'alarme pour la mort. J'ai appris à vivre en éternel sursis. Je t'aime comme on commet une immense injustice pour ce qui fut ou pourrait être hors de toi. Je t'aime pour toutes les raisons et sans raison. Comme la plante pousse sur le toit, comme le fleuve tourne, indûment, irrépressiblement. Pour toucher aux bornes de l'effroi, il me suffit d'imaginer le monde sans toi. Pour me sentir plévéant, il me suffit de t'imaginer absente. Pour avoir mal à crier, il me suffit de t'imaginer délié. Je voudrais que quelqu'un eût des ampleurs d'archives pour le temps qu'il faisait, et l'odeur du bitume, et le volte-face du tissu léger. J'ai rendez-vous la nuit avec chaque partie de mon corps, avec l'intimité de mes douleurs. Les tournants de ma vie y ouvrent leur portail. La mort, ce sont d'abord des ferveurs émondées, des décors rétrécis, des vertiges qui ne tournent plus, des souvenirs qui ne mettent plus le feu à la mémoire, des parcours qui cessent d'aveugler, la fin du besoin d'image à chaque pas, des silhouettes qui rejoignent la foule. La mort, ce sont d'abord des ferveurs émondées. La mort, c'est une nuit sans fin ni bord, un désert sans sol, des expressions sans intérieur, un corps désarticulé, la fin de toute compagnie, y compris de soi-même, une absence qui n'a rien épargné. Dans
qu'il fera jour dans mon être. Oh mon âme, si tu étais femme, j'embrasserais tes genoux pour ces réveils luisants de chaque jour. Pour les passerelles lancées en tous sens par la pensée et la mémoire. Pour cet arsenal du passé toujours présent et disponible pour toutes les dimensions du voyage, pour les bornes du sanglot devant les portes refermées. Nous avons connu la caresse et le baiser. Nous saurons aussi faire la cérémonie des adieux. Je m'élève, lesté de ma vie, comme un ballon qui cesse d'être captif. Je ne suis plus qu'un petit personnage accoudé au bord, vu de très loin. Chaque visage rencontré me jette à l'esprit, ainsi qu'on camoufle de lumière le fruit d'une saga particulière. De ce travail forcé, exténuant, sans trêve ni congé, qu'est la vie entière, jour après jour. Combien de fois décider où dormir, dans quelle position? Au matin, le détail des ablutions, quels vêtements mettre, quelles chaussures, qui attendre, qui désirer, à qui être fidèle, à quoi se résigner, ce qu'on abandonne ou garde pour soi. Chaque visage est comme un texte cunéiforme, ou comme la queue d'une comète inconnue, remplie de lieux, d'instants, d'odeurs, d'émois, vue seulement du fond de la caverne, aux côtés de Tantale. L'éternité n'est pas une cellule calme au dernier étage d'un monastère, mais l'ouragan de tous les possibles, ôtés aux 5 ciels. La minceur du vécu révélé, le goût dans la bouche de la nourriture arrachée, de formidables rallonges de hasard, une nostalgie furieuse de l'absolu. Quel bonheur que Dieu n'existe pas et que nous soyons seuls sur la plage avec notre pauvre fourmillement et nos bâtisses de roseaux. Rien d'autre que des regards angoissés et des mains serrées et le liséré de quelques extases transmis du bout des doigts et cette tête du nageur que la vague va priver de tout émoi. Dire les signes de morts épars dans notre vie, la pose d'une tête dans le sommeil, un animal allongé, la tiédeur d'un corps caressé, la façon d'être exténué comme aux bêtes et aux gens, la durée incisive d'une absence, les objets de l'aimé oubliés au passage, une cloche lointaine, la femme du souvenir. Tombeau de vanille, lévrier afghan. Il faudra mourir avec ceux qui meurent. Il faut guider aussi les têtes aux longs cheveux, les toisons amoureuses du vent. Le port de l'élégie va bien au corps racine. Leurs ailes doivent aussi regagner leur fourreau. Leur absence est béance au milieu des jours clairs. Elle éloigne les lignes et tout ce qui résonne, rend douvreux d'ouvrir les yeux. Dans son sillage s'échappent tous les matins du monde, la grâce de tous les réveils, bandeau noir à travers du visage, de toutes les aubes d'amour heureux, ton museau fier et doux dans son mouvement de cygne, dirige sans dévot le char blanc de ton corps. Dans la course, on dirait que le sol s'évapore, que la fine ossature entre en lévitation. Dans la course, on dirait que les heures s'évaporent. La course pour son vol s'est faite monument. Les formes longues, ouvrage de la beauté. Comment croire à leur dernier oubli? La mort, est-ce quitter tout cela ou l'emporter? Le pas lent des derniers cortèges sert à refaire tous les chemins. C'est l'occasion d'écouter dire tous les mots qui se sont tus. C'est l'occasion d'écouter voir tous les gestes disparus et celle d'écouter mourir tout ce qu'en mort emporte au loin.
Nuit. Tous ceux qui sont partis sans ma compagnie déjà forment foule. Entre eux et moi s'élève le mur des derniers signes, des derniers instants, des dernières angoisses. Mais dans ma mémoire, ils se meuvent plus librement. Je sens mieux leurs mains sur la poignée de chaque porte. Ô vue basse, mais non aveugle. Liberté capricieuse et labile, rendue aux formes et aux couleurs. Mime au ralenti de la mise en place du monde, inquiétude sur sa vérité dernière, ne plus voir, ne plus entendre, c'est avoir révélation de tout ce que la réalité doit à une couronne d'aura et de seuil, aux rencontres du toucher, au vent des passages et des odeurs, à toute la circulation d'un sang noir. L'obscurité n'est pas nécessairement vide ni absence. Elle est hantée par toutes sortes de lémures, de reposoirs pour le souvenir et la pensée. Elle est seulement la métaphore la plus commode, la plus disponible du néant. Le corps donne à la nuit son galbe, la presque lueur des yeux fermés, les tornades de la poitrine, les grottes du ventre où les ténèbres sont brassées, le signe lointain des jambes vers la sortie. La nuit tapisse les cavernes du lit et du désir, décoiffe, dévait, déploie les derniers replis, baigne les sursauts ultimes. Voir moins, c'est être enfermé chez soi, subsister de ses ressources, toute l'expérience du siège. Derrière le rideau des yeux fermés commence un monde d'usurpation et d'impudeur, comme une panne de lumière dans un magasin immense. L'obscurité, c'est aussi une main sur les yeux, une caresse, un refuge, un recul. Après tout ce que peut inspirer la nuit, commence la nostalgie de la naissance du jour. Le masque noir plaqué sur le regard des heures, le vent glacé qu'émet le dernier précipice. Nuit, raccourci de ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, apologue irremplaçable d'amour et de mort, profondeur pascale de leçons de ténèbres. Et nous n'avons Dieu que pour le soupirail et pour la porte du haut. À la nuit intérieure ne manquent que les étoiles et leurs fins liserés sur les visages et sur les corps. Il y a une fin de la nuit, comme il y a une fin du jour, mais celle-ci est plus noire encore. La nuit biffe le recul, l'horizon, le paysage. Elle colle au corps comme la gaine des rats d'hôtel. J'entre dans cette pénombre comme dans une demeure. Je mesure l'espace qu'elle laisse à l'arpentage, à la résonance, à l'inscription. Les vierges noires sont les plus secrètes, les plus accueillantes, les plus mystérieusement tendres. La fin, est-ce l'éclair ou le volet clos? Mon Dieu, y a-t-il un au-delà du noir, avec une place pour l'or ou Béatrice? Ou pour quoi que ce soit qui rayonne, nimbé de ténèbres? L'aube, l'attendrai-je jusqu'au bout? Soutiendrai-je son choc? L'amour et le désir portent aussi des habits noirs, comme le soleil. Faut-il que l'amour revienne? Faut-il que l'amour revoie? L'image est sitôt enfermée dans la malle au trésor, et la clé jetée aux orties. L'ombre est ce qui fait place nette pour les fêtes du dedans. C'est la charrette fantôme qui ramasse en grimaçant les visages du haïssable. Le vent nocturne est maître à bord, ses ravages en sont plus impudents, ses aubes fument comme l'incendie, elles ont le débraillé des matins d'ivresse. La nuit est longue, comme le bras d'une amoureuse, comme l'attente d'un rendez-vous. Il faudra savoir tirer les rideaux aux fenêtres, marcher droit au bougeoir, marcher droit un bougeoir à la main, contourner les meubles,
au jugé. Mes aimés, penchez-vous sur le puits dont cherche tant d'enfants. La nuit, est-ce du velours des yeux, une eau profonde? La poésie, c'est ne rien dire à la légère, aller au fond des grottes ouvertes par chaque image, suivre les signes les plus lointains qu'échangent entre eux les mots, ne jamais laisser glisser le langage comme un excrément rapide et pressé. La poésie, c'est s'arrêter aux moindres aspérités du réel pour en faire des montagnes. La vraie nuit, c'est la foule de tous ceux qui, alentour, se considèrent comme vivants. Dans la nuit, les musiques reviennent de plus loin, empoignent plus fort. L'odeur du fossé est plus violente que tous les vertiges du regard. Composer dans le noir suscite d'étranges raccourcis, de plus décisifs enjambements. L'amertume aussi fait bouquet, colchique vert de houx. Comme le nuage gracile apporté par le vent, comme l'échange d'un regard, comme l'arrière-pensée d'un geste, comme la vibration d'une porte refermée, comme la loterie d'un passage, comme l'immense saccade possible. Je suis heureux, comme est heureux un mort, quand le texte a rempli la page, quand est clos le bloc de pierre où germera la statue du seul face à face avec le ciseau et la caresse, tant que la main gardera le mouvement de la vie et la bouche, la force de proférer. En mots, en simples images, doit résonner toute la vie de jus. Pour cette longue joie et son objet lointain, je replierai le temps comme un drap parfumé. Je mettrai en musique ces doigts d'argile fine, et cette bouche éclose, et ce pas vif aux talons durs, et ce pas tendre aux talons nus, et ce corps douce cascade le long de douces ossatures, et l'odeur de forêt profonde de tes baisers condescendants, et ton être devenu vapeur sur impression caressante, tant de souvenirs appropriés déjà comme plaques de rue, tant de sensations irradiantes comme ressurgies du fond des doigts, et ce frisson tentaculaire de tous les environs du bonheur, ce dessin de toi esquissé en quelques touches fiévreuses que tu peux quitter à ton gré. J'aurais voulu aimer les paysages et les coques, marquant de veille la nuit romaine. J'aurais voulu aimer tous les bruits du voyage et toutes les beautés du monde inanimé et la fidélité de leur compagnonnage. Mais tout n'était qu'attente et traces d'un passage, écho d'un rire fragile et de deux gestes tendres. Il y a des musiques qui vous conduisent d'une main vive, d'autres vous hissent jusqu'au dernier degré sur les épaules de servantes musclées, vous balancent comme un calice, d'autres créent le vide, autour, en larges plaques, écrivent d'une plume alerte, ou attendent, accroupis dans un coin comme un enfant triste. De toutes, le silence sort coiffé. Peu importe ce que deviennent les magiciennes d'amour et l'épaisseur du lien qui nous reste attaché, elles ont fait du temps un autre usage qui ne s'écoule pas mais grandit sur place comme l'arbre à pain dans le désert ou une échelle de Jacob. Je repars vers l'angoisse, vers une patrie. Le temps clair n'a duré qu'au-delà du voyage. L'espace n'a dépouillé sa croix qu'au fil de l'eau, et l'amour respirait comme au pavillon rouge, comme la déesse en quête d'un corps dilacéré rêve parfois d'Osiris rencontré. Je repars vers l'angoisse comme vers une patrie.
l'apparition n'est plus accaparée par le mal et ses soins, l'immobilisation d'hôpital est pleine d'enseignements. On y retrouve, mis à plat, l'intégrale disponibilité de soi-même, donnée à l'état premier, la place réduite au fond de la nourriture et autres besoins naturels, les grandes plages de liberté d'esprit, de tête-à-tête avec soi-même, qui se trouvent ainsi dégagées et donnent le vertige aux consommateurs infatigables de magazines et de visites. C'est l'heure de vérité, d'affolement pour ceux qui sont déjà fondus dans la consomption socio-professionnelle, de bénédiction pour qui a la nostalgie d'un compagnonnage à plein temps avec les inépuisables offrandes de la culture, de l'art, de la réflexion livrée à elle-même. Besoin d'occupation, besoin de relations. Ces mots devraient être punis de mort civile immédiate, alors que grâce au langage et à la mémoire, à toutes les formes de transmission, depuis les techniques élémentaires jusqu'à la science la plus pointue, sans compter les choses de beauté, les réalités les plus passionnantes grouillent littéralement. Comme Mandelstam dit que l'air grouille de métaphores autour de l'homme sous les présences les plus diverses. Les murs indistincts pour les simples, étroite et chaleureuse société chez un Dante ou un Victor Hugo, mais dans tous les cas, se rapprochant sensiblement de l'utopie pascalienne d'un être qui aurait tous les souvenirs, choisi de vivre sa condition aussi complètement que les bêtes font au bout des virtualités de l'instinct, il ne peut être que suroccupé, haletant la tâche. C'est en ce sens que voir un convalescent qui s'ennuie est beaucoup plus grave et quelque part plus coupable, plus laid qu'une chatte qui n'allaiterait pas ses petits. L'aristocratie avait fait d'une existence d'honnête homme un métier. La démocratie, pour des raisons matérielles, n'a pu reprendre à son compte cet héritage. Alors, elle a voué aux gémonies transformées en contre-valeurs, comme les sauvages détruisent ce qu'ils ne peuvent comprendre ou atteindre, comme le singe se mettant les lunettes derrière la tête, cette clé de la civilisation qu'est la disposition de soi. Elle a traduit osium par oisiveté. Mépriser et glorifier de toutes les façons ce négocium. Et cela est récent. Les grands romantiques étaient rentiers, c'est ce que la bourgeoisie avait trouvé de moins mal pour qu'un monde de vie libérale permette des arts libéraux, des professions libérales, quelques lambeaux de mots, gardant quelques lambeaux de choses. Et on veut nous faire retrouver intéressants en quoi que ce soit des existences qui ont mis leur gloriole à n'avoir avec la culture qu'un rapport bâillant de potage. Cet affinement du rapport de l'homme au monde qu'apportent les cultures de tous les temps et de tous les pays est aussi animé, aussi prenant que les aventures ou chromos inventées par les professionnels de l'écriture, s'épuisant en contorsions prétendument universelles, en voyant du couloir dodeliner la tête d'un malade qui avait manifestement cherché refuge contre lui-même dans un illustré misérable. J'avais envie de lui passer les menottes. J'emporte de l'amour une chaleur étroite, des mains creusées de tendresse, des bras oblongs et odorants, effleurement de certitude dernière. Je vous laisserai mon visage sans vie et mes instruments sans chaleur. Le bruit décroissant de mon pas qui s'éloigne, ma forme familière, à la fois fidèle et infidèle. Je vous laisserai mon visage sans vie et mes instruments sans chaleur. Le bruit décroissant de mon pas qui s'éloigne, ma forme familière, à la fois fidèle et infidèle.
qui ont fait vivre, qui nous ont fait connaître. Voilà, c'est une poésie très différente de celle de Mayakovsky, mais je pense qu'elle nous a tous touchés. Voilà. Tu as pas un grand passage à lire sur ça? Elle l'a lu entièrement. Bon, bah écoutez, c'est le partage. Oui, vous l'avez partagé. Bravo aussi pour ce partage, parce que ça a été vraiment très heureux. Je pense que vous êtes tous de mon avis. On remercie beaucoup Brian Lisa et Philippe. Et voilà, cette poésie que ça enfin, deux formes de poésie tout à fait différentes qui nous ont toutes touchées. Alors, Igor, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non? Parce que bon, on avait pensé un petit peu prolonger enfin si le temps nous reste, on a encore un tout petit peu quelques minutes, parce que Claude, bien sûr, a traduit Mayakovsky, on le dit, on le répète, mais il n'a pas traduit que Mayakovsky. Il y a de très belles traductions de livres de Pouchkine, de Béli, de Klemnikov, de Rams, enfin il avait beaucoup de cordes à son arc et traduisait des poésies très différentes. Et on avait pensé qu'Igor pourrait peut-être lire un peu. Non, mais après tout ça, c'est... Pardon? Après tout ce qu'on... Après cette excellente lecture, c'est vrai. Igor est philosophe, mais il essaye de lire un petit peu quelque chose pour faire toucher du doigt une autre des dimensions de Claude, qui est la... Je vais lire un poème, donc une traduction de Pouchkine, qui sont... donc un texte d'une autre époque, mais dans la traduction de Claude Friot, Pouchkine ressemble furieusement à Mayakovsky. Même les textes les plus connus. Voilà. Et Mayakovsky s'inspirait beaucoup du passé. Il n'avait pas du tout balancé du bateau, contrairement à la vue. Il n'avait pas balancé les poètes antérieurs du bateau de l'avenir. Donc je vais vous lire ce poème. Les démons. Les nuages galopent, les nuages tourbillonnent, et la lune fantomatique éclaire la neige qui vole, trouble ciel et trouble nuit. Je galope en rase campagne, la clochette fait ding-ding. Sans le vouloir, on a très peur de cette plaine inconnue. Fouette cocher, on n'en peut plus, les chevaux n'y arrivent pas. La tempête me colle aux yeux, tous les chemins sont recouverts. Impossible, on y voit goutte. Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire? C'est sûrement un démon qui nous mène et nous fait tourner alentour. Regardez, c'est lui qui me joue, qui souffle et me crache dessus. Là-bas, c'est lui qui pousse au ravin, le cheval affolé. Là-bas, c'est lui qui se plante devant moi, fantastique poteau kilométrique. Là-bas, c'est la petite étincelle qui jaillit pour disparaître dans le vide ténébreux. Les nuages galopent, les nuages tourbillonnent, et la lune fantomatique éclaire la neige qui vole. Trouble ciel et trouble nuit. Pour tourner plus, la force manque, la clochette s'étue, les chevaux sont arrêtés. Qu'est-ce là au bord du champ? Est-ce une souche? Est-ce un loup? La tempête se déchaîne, la tempête pleure, les chevaux inquiets hennissent dans un râle. C'est lui qui galope par devant, dans la nuit, deux yeux brûlants. Les chevaux sont repartis, la clochette fait ding-ding, et je vois les démons sont assemblés au milieu des plaines blanches. Sans fin et sans forme précise, dans le trouble jeu de la lune, tournent démons de toutes sortes, comme font feuilles en novembre. Quelle foule, qui les chasse? Pourquoi ces chants si plaintifs? Est-ce un lutin qu'on enterre ou une sorcière qu'on marie? Les nuages galopent, les nuages tourbillonnent, et la lune fantomatique éclaire la neige qui vole. Trouble ciel et trouble nuit, les démons galopent en essaim, dans la hauteur sans limite, et c'est mon cœur que déchire leur cri plaintif et glapissant. Et Ludmilla. C'est quelque chose de vraiment très connu, mais bon là, ça devient vraiment autre chose.
Au bord de l'eau est un chêne vert, une chaîne d'or posée sur lui, que jour et nuit un chat savant arpente en tous sens. Va-t-il à gauche? C'est une chanson. À droite, un conte de fées. Là-bas, ce ne sont que merveilles, un sylvain erre dans les bois. Une ondine se balance aux branches. Là-bas, des chemins inconnus portent les traces d'étranges bêtes. Là-bas, sans porte ni fenêtre, une isba se tient sur des pattes de poule. Là-bas, la forêt et la plaine sont remplies de visions. Là-bas, à l'aube, les vagues affluent. Sur le rivage sablonneux et désert, 30 beaux chevaliers surgissent en rang des eaux claires avec leur maître marin. Là-bas, un fils de roi au passage fait prisonnier un tsar terrible. Là-bas, dans les nuages et devant nous, un enchanteur emporte un preux à travers mers et forêts. Une princesse gémit dans sa geôle, un loup brun la serre fidèlement. Là-bas, dans son baquet qui vole tout seul, chevauche la sorcière Yaga. Là-bas, l'empereur Kashchei dépérit sur son or. Là-bas est l'âme de la Russie, l'odeur du vieux pays russe. J'y ai été, j'ai bu l'hydromel, j'ai vu le chêne vert près de la mer. À son ombre, je me suis assis et le chat savant m'a raconté ses contes de fées.